Franchement, je trouve que c'est l'une des plus belles interviews qu'on ait faites ensemble. Ouais, c'est vrai qu'on a Alors, j'ai pas le recul, mais je trouve que c'était très fluide et qu'on a parlé de vraies choses. de beaucoup de choses, la vie. Donc, j'ai plus rien à dire. Hein. Je vais pas faire, je suis un ancien. On regarde à la caméra et dire les gars, écoutez mon album, le quartier nord. Ouais. Franchement, tu as posé les bonnes questions et j'espère avoir bien répondu. T'as l'impression que la carrière solo ne prend pas comme tu voudrais? J'ai pas l'impression, je le vois, je le constate. Ouais. On connaît tous maintenant l'engouement qu'il y a autour des résultats du vendredi. Et je constate tout simplement que les chiffres ne sont pas au rendez-vous. Mais pourtant, mes albums sont quand même appréciés. Tu sais, les midweek qui sont tombés pendant Stone, j'étais sur Paris. Ouais. C'est-à-dire qu'elle a pris le train et tout, carrément, madame. Okay. Tellement qu'elle sait que je suis un fou et qu'elle savait très très bien dans quel degré de moiderie. Moiderie, c'est un moidé en comorien, ça veut dire fou. Ouais. Dans quel degré de moiderie j'étais là. Tu l'as vécu en fait. Je l'ai vécu. Tu vois, je sais que des fois, les problèmes des grands entachent peut-être la vie des enfants. Tu vois. Donc, je suis au courant de tout ça. Peut-être qu'on va croire que je suis un Antillais ou un Guadeloupéen ou peut-être un Algérien, un Sahraoui du désert. On ne sait pas. Tu vois, je me dis, ils savent pas. T'es dans l'inconnu total. Je me dis, ils ne savent pas que je suis un Comorien. Ouais. Donc, et quand je vois l'avion atterrir, j'étais inconscient, peut-être que je ne connaissais pas assez cette maladie. Depuis qu'il est parti, bizarrement, j'entends parler que de ça et je prends conscience que c'est une maladie de bâtard qui te laisse très peu de chance, le cancer. Mais c'est ça, je me dis que, en vérité, j'aurais dû prendre mes affaires et dormir avec lui tous les jours. Alon, ça va? Comment tu vas, Kersh? Ça va? Ça va, cool, et toi? Très très bien. Ouais. À quelques gros jours de cette sortie d'album, comment est-ce que tu sens? C'est ça. Ben, moi, honnêtement, je le sens bien. Je trouve qu'on a bien travaillé. On est fiers de nous. Après, toujours excité, il y a toujours cette petite pression. Et c'est vrai qu'on va faire un concept avec toi, ça s'appelle Les Non-Dits. C'est un concept qu'on voulait faire depuis un petit moment avec toi, parce qu'on sait que tu as une carrière assez épaisse, faite de hauts, faite de bas, de remise en question, etc. Tu nous as soumis 5 anecdotes qui sont liées à ta vie professionnelle, à ta carrière artistique et aussi à ta vie privée, mais toujours avec une influence en fait sur ta carrière. On va parler de tout ça au cours de cette interview. Le premier thème qu'on a choisi d'aborder, l'anecdote qu'on a choisi d'aborder, c'est par rapport au tournant de ta carrière qui intervient peut-être, je crois, en 2014 avec le lancement du clip Boîte à chaussures. Il faut savoir que toi, tu es déjà issu du groupe Psychiatre de la Rime. Donc, vous avez déjà eu un succès en groupe à ce moment-là. C'est bien de le rappeler. Voilà, c'est parce que peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas au courant que Sopra et moi, par exemple, on a fait 4 albums ensemble. C'est ça. Qu'on a fait des tournées mondiales. Tu sais, c'est quand tu as une longue carrière, en fait. Il y a des gens qui t'ont découvert l'année dernière. Ouais. C'est ça qui est rigolo. Donc, c'est bien que tu c'est ça. En fait, c'est un peu ça le but, c'est faire un peu une rétrospective de tout ce qui s'est passé. Tu es issu d'un groupe à succès, faut le dire aussi. Après, tu pars sur une carrière solo. Ouais. Quand tu arrives au niveau, tu as déjà sorti des projets solo en 2014. Il me semble que tu en as sorti 2 quand on est en 2014. C'est ça. Le troisième, je crois, c'est Règlement de compte. On est arrivé en 2015, il me semble. Exactement. Il me semble qu'on est à peu près dans cette configuration, ça. C'est ça. Et il me semble que tu décides un peu de créer l'engouement autour de toi avec une série, enfin, avec d'abord le clip en noir et blanc, Boîte à chaussures. Justement, tu avais dit à ta mère de faire de la nourriture pour tes amis, etc. Avant ça, je crois qu'il y avait à la Daft Punk. En noir et blanc. À la Daft Punk. François Hollande roule en scooter, c'était ça, c'est ça. J'ai enchaîné 3 clips en noir et blanc. Voilà, c'est ça. C'est cette série-là. Est-ce que tu peux nous dire déjà pourquoi est-ce que tu as fait cette série-là? Parce qu'on a l'impression qu'à ce moment-là, je ne sais pas si tu décomplexes, je ne sais pas si c'est quoi le mot, mais un peu. Tu rappes comme si tu n'avais jamais eu de disque d'or, comme si tu étais un artiste en développement, de base. C'est ça, je pense que j'ai tout simplement décidé de rapper sans pression.
avec un entourage sincère. J'ai toujours eu un entourage sincère, hein. Mais en tout cas, des gens qui croyaient en moi. Et on s'est dit sans pression. On va rentrer en studio, on va faire des morceaux. Et le lendemain, on va les clipper. Et on sent qu'il y a quelque chose qui commence à prendre, Mais tout quand, simplement. mais quand tu arrives dans cet état d'esprit de rapper, on va dire, faire des sons avec une certaine légèreté et de pas te prendre la tête avec ton équipe, vous créez une dynamique. C'est pourquoi? C'est parce qu'en fait, les projets précédents n'ont pas forcément eu le succès escompté d'un point de vue commercial, je te parle, et que tu as l'impression que la carrière solo ne prend pas comme tu voudrais. Comment est-ce que ça se passe à J'ai ce pas niveau-là? l'impression, je le vois, je le constate. Ouais. On connaît tous maintenant les chiffres, Mm. l'engouement qu'il y a autour des résultats du vendredi. Et je constate tout simplement que les chiffres ne sont pas au rendez-vous. Mm. Mais pourtant, mes albums sont quand même appréciés. Mm. C'est-à-dire, j'ai rarement entendu l'album n'est pas bon. Et même pour tout te dire, je reçois encore des messages où on me dit on attend le Alonso de AGC, Amour, Gloire et Ah ouais, Cité. Golari City. Tu vois, alors que c'est un album qui a rencontré un succès d'estime. Tu vois ce que je veux te dire? Je pense qu'en 2014, il fallait être décomplexé et proposer le Alonso que tout le monde attendait. Sans peut-être calcul, sans vouloir ressembler à son groupe. Pour prendre exemple sur mon grand frérot Sopra, il a su directement déceler quand il est parti en solo ses forces, ses qualités et les mettre sur un long format. Tu vois, moi je pense que j'avais pas encore cette vision-là du long format. Tu Tu vois. te cherchais en fait encore. Ouais, Et, et- mais et- ouais. et comment est-ce qu'on vit cette situation quand tu vois que tu es issu d'un groupe à succès? euh, le frérot Soprano, comme tu dis, lui a déjà bien démarré sa carrière, ça Hmm. marche bien pour lui dans son univers. Et toi, tu es beaucoup plus en dedans, tu te cherches un petit peu, etc. Et peut-être parfois aussi, je sais pas, tu me diras si je me trompe, il y a les comparaisons aussi. Ah ben oui, je pense que quand il t'arrive des trucs comme ça, tu apprends la vie, Ouais, tout simplement. C'est comme quand j'ai été père à 17 ans on va en parler. et qu'il fallait que j'aménage dans un T2, un T3 avec un canapé tout éclaté. Mm. Tu apprends la vie. Donc tu te dis que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et qu'il va falloir être costaud pour se relever. Et tu sais, euh, c'est l'histoire de ma vie, ça, hein. Ma vie n'a jamais été un long fleuve tranquille, frérot. Ouais. Tu vois, j'ai pas grandi avec mes deux parents, j'ai été papa À 16 ans, tu disais? jeune. Après, voilà, comme tu l'as si bien dit, j'ai eu une carrière avec mon groupe exceptionnelle. Et là, je me lance en solo. Mm. Et Encore une difficulté, encore une difficulté. voilà, je fais des bons titres, mais il y a encore une difficulté. Et est-ce que tu penses que cet état d'esprit, le fait que tu avais quand même le succès d'estime d'un point de vue local et aussi national, ça a pas altéré ta confiance, donc tu avais confiance en tes capacités de rappeur. Mhm. Est-ce que tu penses que si ça avait été dans une époque d'aujourd'hui, tu aurais pu revenir comme ça, sachant qu'aujourd'hui on est beaucoup sur les chiffres, les vues, toute cette dynamique de on a l'impression un peu qu'un artiste qui fait pas de chiffres, surtout qu'il est en développement, bah, il n'ira nulle part. Finalement, un artiste qui peut-être vit ça actuellement, Mhm. dans cette époque d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Déjà, est-ce que toi-même, tu penses J'aurais que... pu, mais après, ça dépend. Aujourd'hui, mais quoi, avec l'âge que j'ai maintenant? Ouais, avec C'est l'âge ça, de l'époque, avec l'âge de avec l'âge l'époque, de l'époque. avec l'âge de l'époque. Je pense qu'avec de la détermination, tu arrives à beaucoup de choses dans la Mm, vie. Mais avec l'âge de maintenant, beaucoup moins, tu penses, tu vois? Parce que tu le veuilles ou non, à un moment donné, quand un Nino il parle à un jeune de 18-20 ans, Mm, tu sais, c'est générationnel. mm, Au niveau des codes, au niveau de tout. mm. C'est-à-dire que forcément, ça va beaucoup plus lui parler. Tu vois, aujourd'hui, j'ai 39 ans. J'ai quand même cette chance-là de toucher ces jeunes-là Mine de rien. de par ma manière moderne Mm. de rapper et parce que je pense avoir les codes, tu vois. Mm.
Mais c'est logique qu'on se voit plus sur quelqu'un qui a à peu près le même âge que toi. Ce décalage générationnel dont on parle parfois, il existe réellement dans le milieu du rap, en tout cas le type de rap que tu pratiques. Mais même dans tout, je pense. Hein. Mm. Même dans tout. Moi, je sais pas, même s'il est un peu en fin de carrière, mais je pense qu'un jeune, il se reconnaît plus, il se reconnaît plus en Kylian Mbappé, par exemple, qu'en Zlatan Ibrahimovic. Je pense que c'est logique, je trouve. Finalement, même ça parce que c'est une musique enfin, c'est une musique pour plus ou moins les jeunes, en tout cas, les jeunes écoutent forcément cette Après, musique-là. voilà, moi j'ai cette chance-là. Après, je pense aussi que c'est du travail de toucher vraiment toutes les générations. Parce que je peux passer du rappeur, entre guillemets, hard sur un plaqué 13, par exemple, Ouais, à un rappeur très populaire sur un traficanté. bien sûr. Mais ça, je l'ai toujours fait. Je force même pas pour faire ça. Ouais, c'est deux côtés que tu as en toi dans ton art musical, enfin, dans ta musique. Exactement. Et que j'ai appris à développer au sein de mon groupe Psycha de la Rime. Ah, ok, ouais, l'héritage en fait dans ton ADN. Exactement. Mais tu vois, cet héritage-là, il fallait l'utiliser au bon moment. Tu vois, comme il dit Spike, je pense qu'il fallait les tabasser. Et quand les projecteurs sont sur nous, quand tout le monde nous regarde, c'est là où il fallait ramener de la musicalité. Et c'est pour ça qu'on a commencé avec ces clips en noir et blanc, avec règlement de compte. Et quand les lumières étaient sur nous, on a proposé Binta, par exemple. En fait, tu proposes des choses en fait, c'est une stratégie. Mais je pense que dans les précédents albums, je pense que peut-être que j'ai servi le dessert avant le plat de résistance. C'est peut-être ça, je sais pas, tu vois. Okay, c'est tout un cheminement, tu sais, il y a plein de... Et ça joue à rien, personne n'a la science incluse, tu vois, mais ça se joue à rien. Ça se joue à rien. Ça se joue à rien, en vrai. Ouais. Ok, d'accord. On va parler justement de la période 2012, 2013, 2014. On va parler de cette deuxième anecdote. Je voulais revenir aussi sur l'importance de ta famille, l'importance de ta femme, le fait de t'être marié. Tu nous disais, en gros, si je synthétise bien, tu me dis si je me trompe. Parfois, en fait, il y a deux façons de faire pour avoir un certain jus dans sa carrière. Il y a soit le côté folie qui te permet de créer des morceaux sans te prendre la tête, tu les clips, etc., tu t'abordes ça avec folie, ou soit aussi le fait d'avoir une certaine stabilité familiale qui te permet de durer, d'affronter les épreuves et de gérer ta carrière sainement. Et toi, tu nous disais que tu étais plus du deuxième groupe, cette stabilité familiale. Est-ce que tu peux nous en parler? Par exemple, je me suis remarié avec la femme que je suis actuellement. Je l'ai connue en 2012. Donc déjà, Inch'Allah, cette année, ça va faire 10 ans. Donc, quand je t'évoque 2012, tu vois directement le schéma. C'est-à-dire, on parlait de 2014, cette certaine remontada. Elle fait partie de cette remontada. Tu vois, quand je viens avec mon premier, on va dire, extrait de règlement de compte, quand je dis Magadji, c'est une Bagdad, il y a des gens qui ne le comprenaient pas, pensaient que je disais Magadji, c'est une bombe et tout. Mais en fait, non. Magadji, c'est vraiment, ma femme maintenant, c'est vraiment une Bagdad. Elle est à moitié irakienne, tu comprends? Donc, je n'ai pas besoin de t'expliquer plus. C'est-à-dire que le Alonso, que les gens estiment, parce qu'on parle beaucoup de mon prime, on parle beaucoup de 2014 à peu près 2017, 2018, c'est avec madame, frérot. Donc, l'équilibre d'un homme, en tout cas, pour moi, pour toi. Je pense que ça passe par ça, par la famille, par les enfants. Mais quand tu dis que ça passe par ça, c'est-à-dire que quand par exemple, quand tu doutes sur ta carrière, quand par exemple tu doutes sur un titre où tu vois des retours peut-être mitigés, si tu n'avais pas été avec madame à ce moment-là, tu penses que tu aurais pris les choses totalement différemment? Et si j'avais été au quartier, ouais. Je pense que j'aurais pris les choses totalement différentes. Différemment. Pourquoi? Parce qu'au quartier, il y a... alors, je vais pas généraliser. Toi, de ce que tu as connu. Mais la plupart des discussions, ce n'est pas des discussions qui te mènent vers le haut. De faire des sous, de la Ligue des Champions,
de temps en temps, hop, on parle un peu de la religion, des voitures, de, des meufs. À part la religion, dans tout ça, c'est pas des discussions qui t'élèvent vers le haut. Qui sont pertinentes, qui construisent un homme. Je pense. C'est un tout. Hein. Je dis à madame, mais il y a quand même Spike, beaucoup. Mais c'est ça, c'est que finalement, c'est un tout, frérot. Quand on a l'impression que c'est un alignement des planètes, en fait. Mais exactement, c'est-à-dire que Spike, qui était là, excuse-moi de t'interrompre, pendant la construction donc, du 4e et dernier album des Psychas de la Rime, qui est sorti en 2013, donc il est venu en 2012 à Marseille un peu pour être là. Et pareil, je pense qu'il a dû s'installer, si je ne dis pas de bêtises, vers 2013-2014, l'arraché de Paris, comme ça, tu vois. Ouais. Pareil, c'est... Voilà. Ça fait 10 ans que, en tout cas, j'ai un équilibre dans ma carrière, dans ma vie. Alors, il y a des hauts et des bas dans ma vie, dans ma carrière aussi, attention. Ouais, bien sûr. Tu vois, on peut évoquer le petit flottement de l'album Stone, quelques titres peut-être qu'ils ont moins plu, tu vois. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a une stabilité sympathique. Tu sais, les midweek qui sont tombés pendant Stone, j'étais sur Paris. Ouais. C'est-à-dire qu'elle a pris le train et tout, carrément, madame. Okay. Tellement qu'elle sait que je suis un fou et qu'elle savait très très bien dans quel degré de moiderie, moiderie, c'est un moidé en comorien, ça veut dire fou. Ouais. Dans quel degré de moiderie j'étais là. Frérot, c'est voilà, pour te dire. Ok, d'accord. Donc c'est vraiment parce que tu te rappelles des choses ou quoi? Non, c'est pas ça, mais c'est que c'est la vérité. Ouais. Moi, je suis un compétiteur, frérot. Ouais, bah, moi, tu sais, à chaque album, je remets ma scène, parce que j'ai un public tellement éclectique. Tu vois, j'ai pas un public, en fait, que j'ai pris il y a 5 ans. Et que, logiquement, j'ai juste quelques réglages à faire sur les prochains albums et normalement, je les tiens. Moi, j'ai un public depuis 2002. Et c'est un train avec plusieurs wagons et plusieurs gares. Et il y a des gens qui rentrent et il y a des gens qui sortent de ce train. Donc, tu imagines, je sais que je ne vais pas pouvoir satisfaire tout le monde. Mais quand même, le train, on essaie qu'il arrive à l'heure. Et qui reste rempli, Voilà. Okay. Et justement, pour rester sur ce sujet familial, il y a un titre qui s'appelle Héritier, qui est un des titres forts de... C'est mon morceau préféré. Ouais, de même aussi. Et comme on disait tout à l'heure, je le trouve assez introspectif, mais à la fois, je dirais pas format single, mais une légèreté ou très entraînante. C'est possible, hein. C'est entre le fond et la forme. C'est possible. Tout est bien équilibré. Et c'est un titre où justement tu dis aussi, à un moment donné, tu dis le fait de... C'était important pour toi que tes enfants issus de 2 mariages s'entendent bien. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que, à un moment donné, tu percutes cette notion de... Même si c'était dans 2 vies différentes, je ne sais pas comment l'expliquer, tu me le diras, comment la stabilité vient aussi avec le fait que tout soit équilibré. Je ne sais pas si tu commences en termes de... Je te parle au niveau de tes enfants. Bien sûr, parce que quand je suis devenu père, déjà, je me suis rendu compte de l'importance d'avoir le privilège et la chance d'être élevé par ses 2 parents. Moi, je n'ai pas eu cette chance-là, parce que mes parents se sont séparés. Et par la suite, mon père est décédé. Donc, quand j'ai eu des enfants, et surtout que quand je me suis séparé et que donc je savais ce qui allait venir quand j'ai rencontré ma femme et que j'allais avoir d'autres enfants, et j'ai des demi-frères. Donc, je suis au courant de tout ça. Tu l'as vécu, en fait. Je l'ai vécu. Tu vois, je sais que des fois, les problèmes des grands entachent peut-être la vie des enfants. Tu vois? Donc, je suis au courant de tout ça et j'essaie, en tout cas, de faire en sorte qu'ils soient soudés et qu'ils s'entendent bien parce que c'est des frères et c'est des sœurs, même si c'est de mères différentes. Je trouve que c'est d'avoir des frères et des sœurs sur qui on peut compter, il n'y a rien de plus beau. Et sans rentrer dans les détails, bien sûr, de ta vie privée, Cassim, mais pour toi, le fait qu'ils s'entendent bien, ça part d'une volonté
des parents, enfin de toi, et ça vient pas tout seul en fait. Ça part de la volonté, bien sûr, des parents. Parce Ça que vient pas tout seul, c'est pas tout automatique. dépend. Mais eh ben non, parce que tout dépend ce que tu leur rabâches, ce que tu leur dis Mm. au quotidien. Ouais. Moi, par exemple, j'ai jamais entendu ma mère parler une seule fois en mal de mon père. Mm. Elle m'a jamais expliqué le pourquoi, du comment ils se sont séparés. C'est quand j'ai grandi qu'un peu mes grands frères, ils m'ont un peu expliqué. Mm. Et Mm. c'est quand j'ai grandi que j'ai su qu'elle a perdu 25 kilos. Mais un mot en mal, elle ne l'a jamais dit. Donc si tu es face à des parents, ta mère, elle est comme ça, nanana, ton père, il est comme ça, déjà, Qui crée une atmosphère en fait. ça crée quelque chose de mauvais. Et puis justement, il y a une phase où tu dis j'ai fait mon choix, je reviendrai pas. J'ai toujours dit que je ferais pas comme papa. Eh oui, Mais tout est écrit, il faut bien le croire. Et eh de ouais, son sang, on se sépare pas. eh Est-ce que oui. tu peux nous expliquer cette phase-là, même si je crois l'avoir compris? Ben, je pense que quand tu es issu de parents divorcés, Mm. ben, tu te dis que j'aimerais, moi, ne pas vivre cette expérience et essayer de rester toute ma vie avec la première femme, entre guillemets, que j'ai connue. Mm. Après, moi, c'était différent parce que c'était un amour de jeunesse. Les amours de jeunesse, tu sais, quand tu n'es pas encore fini, frérot, Ouais. c'est très, très dur De baser une vie dessus. Ouais, pour moi, c'est pratiquement impossible, hein. Mm. Frérot, quand tu sors avec une fille, que tu l'amènes au parc, que tu deviens papa comme ça, il faut vraiment être solide avec la vie que j'ai eue, la musique et tout, pour pouvoir vivre avec elle 50 ans, tu vois. Mm. Donc moi, c'est quand même, c'est quand même différent. Mais voilà, tu te dis, un divorce, en vérité, c'est toujours mauvais. Mm. Donc, et je dis, mais j'ai fait le choix, je ne reviendrai pas. Mais de son sang, on ne se sépare pas. Parce que tu te sépares de la mère, mais tu ne te sépares pas des enfants. Ouais, entre la relation et Tu la comprends? paternité, c'est pas la même chose, bien sûr. Non. Ouais, bien sûr. Et ce qui est fou, c'est que tu dis même par rapport à cette paternité un peu. Je crois que tu avais 16 ans, il me semble. Il me semble que tu avais 16 ans, tu dis. Ouais, 16 ans quand elle était enceinte et 17 ans quand elle est née. J'ai 17 ans d'écart avec ma fille. Ok, ok. Et tu dis même, il me semble, Alonso, qu'à ce moment-là, c'est la peur t'as trouvé de la force dans la peur, en fait. Et ouais, à redoubler d'efforts, à relever les manches, à me poser les bonnes questions, à me dire, comme je dis, je crois que dans le morceau, de traîner pour rien, ça te mène à la mort. Mhm. C'est très très bien que dans nos quartiers, l'ennui, des fois, te mène à des gamberges un peu bizarres, Mhm. tu vois. Est-ce que le fait d'avoir cette gamberge-là aujourd'hui, elle provient aussi du fait que tu as eu le temps d'emmagasiner d'avoir la capacité à en parler? Est-ce qu'à un moment donné, parler de tout ça, par exemple, dans ta carrière d'artiste, c'était délicat? Ou est-ce que là, c'est parce que tu as vraiment franchi un cap où c'est derrière toi et que tu peux communiquer dessus? Je ne sais pas si tu comprends ça. Je comprends tout à fait. Non, je pense qu'il faut vraiment connaître ma carrière depuis le début. Je trouve que chez les psychiatres de la rime, quand même, on s'est pas mal livré, nous, hein, C'est vrai. dans C'est nos vrai. disques, Ouais, frérot. ouais. C'est pas mal livré. Après, sur cet album-là, Quartier Nord, je pense que ça a été facile pour moi parce que j'avais juste à puiser dans mon parcours pour l'écrire. Mm. C'est un album que j'ai écrit vite. Pourtant, quand on revient sur mon soi-disant prime, je trouve que c'est un album beaucoup plus mûr et peut-être où il y a plus de thèmes que, par exemple, le règlement de compte. Bien sûr. Un exemple, tu vois Bien ce que sûr, je veux bien te sûr. dire? Voilà, parce que j'ai su tout simplement puiser dans mon parcours. Et j'ai l'impression, comme je te disais tout à l'heure, que dans ce projet-là, en fait, ce projet, on va dire, il transpire d'amour. C'est-à-dire que Ouais. pour ta femme, pour tes enfants, pour ta mère dont tu parles, dont tu parles beaucoup. J'ai pas parlé de ma femme, je crois que c'est dans ce Bah, projet, c'est hein. dans Héritier. Dans Ouais, il n'y a Héritier, que dans Héritier, hein. c'est-à-dire que Parce que sinon, mais et tu sais pourquoi je te le dis? Parce qu'elle me l'a dit. Elle m'a dit, dans cet attends, moi, album, tu m'as oublié. Non, il n'y a Là, pas tu de as dit ma morceau femme, pour. mais il n'y a Mais pas. il n'y a pas il y a pas de morceau pour, mais il y a Non. d'ailleurs une phase où tu dis. C'est beaucoup quand même, je trouve. Je sais pas si j'ai bien compris la phase. Il me semble que tu disais si demain j'arrête tout, ça sera par amour.
Je sais pas si tu l'as dit dans ce sens-là par Ouais, rapport mais à ta femme. ça, tu peux le dire par Bah rapport voilà, c'est pour ça que je t'ai dit, à je sais ta pas si... mère, à tes Il fallait faire un titre, enfants, fallait faire un titre, fallait faire un titre là. et à ta mère, à tes enfants, même par amour, on va pas rentrer dans les détails, Bien sûr. mais pour ta religion, Hmm. tu vois. C'est vrai que c'est pour ça que Je je te dis sais la pas où on vérité, se calme. elle va me dire, putain, ah, connard. Mais je pense pas que c'était pour elle, frérot. Il manque les titres, Tu Cassim. aurais Il manque les pu, titres. tu aurais pu m'aider là, tu aurais J'essaie pu de te me sauver, sauver. tu veux Mais pas. frérot, j'ai pas envie de mentir. Ok, Non, je vais c'était pas pour elle. Ok, et tu parles beaucoup de l'amour aussi pour ton quartier, le plan d'A, ou tu parles aussi... Ouais, le quartier en général, hein. Mhm. Ouais. Et tu parles aussi de ton groupe, et tu parles aussi, il y a un morceau qui s'appelle Frérot. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ce titre-là? J'observe une maman vieillissante. Mhm. Grâce à Dieu, ma maman, si je dis pas de bêtises, elle a 74 ans. Je remercie Dieu de l'avoir connue jusqu'à maintenant, tu vois, et j'espère que ça continuera. Et moi, je suis le dernier d'une fratrie de 7. Et j'ai des frères, j'ai des sœurs. Donc des fois, surtout des fois peut-être même avec mes frères, on peut être en désaccord ou on peut euh, se chamailler. Et des fois, je trouve que ça me casse les couilles que ma daronne puisse le voir ou puisse le ressentir, Mhm. alors que je pense qu'elle mérite d'être apaisée, cette reine. Parce que quand même, elle a bossé, tu vois. Donc ça part beaucoup de vérité, tu vois ce que je veux te dire? Même si le projet n'est pas encore sorti, Hmm. je sais pas si tu as pu le faire écouter à ta famille. Les concernés par ce titre-là, tu leur as fait écouter encore ou pas? J'ai 3 grandes sœurs. Ouais, Je l'ai envoyé que à mes 3 grandes sœurs. ok. C'est tout. Sinon, il n'y a personne qui l'a écouté et tout le monde va découvrir. Mais quand je l'ai fait, Ouais. je sais pas pourquoi, j'ai ressenti le besoin de leur envoyer. Va savoir pourquoi. Et parce qu'ils savent de quoi tu parles, enfin c'est vos vies d'une certaine Ouais, manière. mais oui, mais ils entendent notre mère, ma mère, c'est leur mère, hein. Je Ouais, parle, là, à un moment donné, c'est à 2 millimètres de la réalité. bien sûr. Donc ça rend en tout cas pour conclure. Vas-y. Mais, excuse-moi, je vais te couper. Tu vois, c'est un peu comme Papa Allô. Ce genre de morceau, frérot, héritier, je les sens très personnels. Mais par exemple, c'est l'un des morceaux chez Epic, frérot, Ouais. qui kiffe le plus. Et quand je dis, je ne l'ai pas fait écouter à ma famille, mais il y a des gens qui viennent en studio. Tout le monde se sent concerné. Parce que ça parle à tout le monde, c'est le quotidien. Enfin, ça peut être le quotidien de tout Voilà, le monde en c'est fait. comme Papa Allo. Moi, Ouais. Papa Allo, je ne l'ai jamais vu comme un single. Hmm. Tu regardes la Ah, je me rappelle, tracklist très bien. de 100%, et c'est la 12, la 13. Ouais. Pour moi, c'est ce que j'appelle un morceau d'album, écrit correctement. Ouais. Et regarde ce qu'il a fait. Ouais. Une fois que Donc, le public se l'accapare, ça y est. personnel, attention. Ouais, bien sûr, bien sûr. En fait, personnel, mais très ouvert pour tout le monde, en fait, qui peut parler Voilà. qui peut parler à tout le monde. En tout cas, les grandes sœurs écoutées, enfin, on verra par la suite. Et d'ailleurs, c'est peut-être le petit moment d'en parler. Il y a aussi un doc que tu prépares, il me semble. Hein? Il y a un document que tu Yes. prépares, un documentaire que tu prépares. Yes. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, ben Comme ça, un peu de on m'a suivi pendant je sais pas combien de mois. Hein. Novembre, décembre, janvier, juillet, mars, avril, ouais, 4-5 mois. 5 mois dans ma vie, en studio, Ouais. dans mes déplacements. Ouais. On est parti fouiller, chercher dans des archives que personne n'a vues encore. J'ai vu beaucoup de docs, de rappeurs américains, de footballeurs, il y a même eu des docs de rappeurs français. Et je tiens à tirer mon chapeau en tout cas à Views, parce que j'ai bossé avec Views sur ce documentaire, parce que je trouve que l'angle qu'ils ont choisi pour raconter mon histoire, elle est énorme, elle est terrible, parce qu'on aurait pu se perdre avec toutes ces années passées dans la musique et dans ma vie. Et je trouve que là, l'équilibre, il est vraiment bien. Franchement, et j'ai vraiment hâte. Tu sais, j'ai autant hâte que les gens découvrent le doc qu'ils écoutent mon album. C'est un tout, en fait. C'est un peu C'est complémentarité. exactement. Ouais. Et le doc, il sera disponible où Il sur sera quelle dispo. plateforme? On va faire 2 projections, une sur Paris, une sur Marseille. Si je dis pas de bêtises, le 17 sur Paris,
le 18 sur Marseille. J'espère ne pas dire de bêtises. Et je pense qu'il sera dispo. On a préféré jouer la carte grand public, que tout le monde puisse avoir accès. Ça sera sur YouTube. Ok. Voilà. Après, ça sera sur ta chaîne YouTube, on pourra découvrir ça. C'est Voilà. ça? Oh, d'accord. On va passer à la troisième anecdote. Cette fois, c'est une anecdote musicale. C'était par rapport au morceau Je suis Marseille. Ouais, c'est dans le band très organisé, Ouais, pardon. sur la compilation Très organisée. Et que c'est un morceau qui réunissait l'ancienne génération du rap marseillais, on va dire, la nouvelle génération du rap marseillais. Je recontextualise pour que les gens puissent comprendre. Sur le morceau, il y avait AKH, il y avait Jul, l'Alger, Shuriken, Phare de Puissance Nord, SCH et Laura Luciano, dont toi aussi, il y avait toi aussi dans ce titre-là. Et il me semble que quand vous avez construit le morceau, autant les couplets, ça allait plus ou moins, tout le monde savait ce qu'il avait à faire, tout le monde a un haut niveau de rap, on va dire, tout est carré à ce niveau-là. Mais une fois qu'on est arrivé, il me semble, au refrain ou au pré-ref, et que ça a commencé à brancher l'autotune, il y a eu le décalage générationnel. Il faut savoir que toi, tu es un peu générationnellement entre les jeunes et les plus anciens. Je suis le trait Tu es d'union. le trait d'union, tu vois. Donc, est-ce que tu peux nous raconter cette anecdote-là? Comment est-ce que elle s'est faite? C'était incroyable. Et de toute façon, le premier titre que j'ai enregistré, c'est le morceau, le deuxième single, l'étoile sur le maillot, je crois, un truc comme ça. Et je lui dis à Jules, mais branche-moi une putain de caméra parce que ce qui est en train de se passer dans ces studios, c'est incroyable. Et j'aurais aimé en fait qu'il y ait une caméra ce jour-là parce que moi déjà j'étais mort de rire. Il faut savoir que c'est Akhenaton qui a découvert mon groupe, donc c'est quelqu'un que je connais très très bien, Shuriken, et je connais bien évidemment très très bien l'Algérino, Jul, Laura, SCH, et il y a de l'autotune dans tout ça. Mais il faut savoir que les gens comme Ayam, le groupe Ayam, ils rentrent dans des studios en 2022 où il n'y a pas le plug de l'autotune. Okay. Le plug. Okay. C'est-à-dire, tu dis branchement de l'autotune, il n'y a pas de mic à bord. Okay. Il faut aller acheter des plugs, licence et tout. Ils veulent vraiment pas. Donc, quand on est arrivé, eux, ils veulent pas entendre parler de l'autotune. Hein. Donc, quand on est arrivé sur le fameux moment du refrain, là, il y a tous les autotuneurs. Hein. L'Algérino, je t'en parle pas. Jules, je t'en parle pas. Moi, c'est let's go. Et je vois que ça commence à top-liner un peu. Je sais pas si c'est Jules ou l'Algérino. Il y a un flottement. Je fais ça, moi. Je regarde comme ça. Je regarde Akhenaton. Et je suis mort de rire. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a, frérot? Du non, je suis là. T'es semblant de pas comprendre. T'es semblant de pas comprendre. Et là, il y a Jules qui vient et me dit, c'est comment? Parce qu'il faut savoir, je crois que c'était la première fois que, par exemple, un Akhenaton et un Jules se rencontrent. Il y a ça aussi, frérot. Okay, c'est incroyable. Ah, ok. On me dit, ouais, tout l'autotune, et on part on rigole. Ouais. Je dis, t'inquiète pas, ça va bien se passer et tout. Et c'est jusqu'à que Phare, qui est, je crois, de ma génération, peut-être un peu plus grand, propose un refrain, toujours autotuné, mais plus West Coast. Tu vois, plus avec des codes, si je peux me permettre, à la Nate Dogg, un peu à l'ancienne, tu vois. Qui leur parle à eux, en fait. Qui finalement, voilà, leur parle. Et il est rentré, et là, ça a mis d'accord tout le monde. Mais je trouve que, voilà, ce conflit générationnel, c'était incroyable. En plus, sachant que toi, tu connaissais un peu toutes les générations. Tout le monde comptait un peu peut-être sur toi. Ouais, ben oui. Un petit coup de coude. Vas-y, mais c'est ça. Donc déjà, eux, ils arrivaient en terre, parce que je pense que c'est une reprise d'un morceau à eux, Marseille la nuit. Donc eux, ils arrivaient, c'est boom bap. Tu vois, on n'a pas proposé de la drill ou un type Joule, tu vois. Donc déjà, ils étaient sereins sur ça, tu vois. Tu sais, pendant qu'on a enregistré cet album, il faut savoir que les studios, ils étaient remplis de monde, frère. Il y avait des va-et-vient de tous les côtés. C'était incroyable. Il y a des gens, des fois, qui ne pouvaient pas poser le jour même, faisaient des cours de rattrapage. Et on a la chance, studio recording, ça s'appelle comme ça, où on a enregistré. Pas 5 cabines. Où il y a plusieurs cabines, en fait. C'est ça.
Donc voilà, boum, 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 ça allait. J'appelle ça Clairefontaine, moi. C'est le centre de formation de Ouais, chez Marseille. vous. Voilà. Ouais, donc ça On a enregistre. rigolé. Ouais. Et après, on a encore plus rigolé quand on a fait le clip aussi, pareil. Pareil, parce que c'est l'Algérino, il est très moqueur. C'est-à-dire que Ah, il est taquin, il est taquin. voilà, tout le monde a sa manière de bouger, tout le monde a sa manière d'envoyer des flows. Donc, tu as, je Ok. sais pas, moi, un SCH qui bouge pas trop, tu as un Shuriken qui bouge à sa manière, un Chill, un Ouais. Joule, moi, Fa. Et Il y avait des vannes, ça a vanné, hein. c'était le bordel. Ok, d'accord. Ouais, Voilà. mais finalement c'était, on va dire, cette Mais mixité l'alchimie, générationnelle. bah Bah ouais. ouais, mais de toute façon, je pense que toute la France l'a ressenti. Mm. On va pas revenir sur ça. Ce qu'on a réussi à faire montrer avec ce projet, c'est c'est- c'est- c'est incroyable. Et tu as l'impression, justement, juste pour finir sur ce côté très organisé, Marseille, etc., que ce projet-là, c'était peut-être le point d'orgue qui montrait que le rap marseillais, même si on le voyait depuis des années, qui concrétisait cette espèce de retour en force, retour en puissance du rap marseillais avec plusieurs têtes au même moment. Tu vois ce que je veux dire Ouais, par là? ouais, je pense Parce que qu'en fait, depuis de longues années, en fait, ça commençait déjà de plus en plus. Toi, Jules, le S, ouais, Naps, etc. mais je pense que le rap marseillais, en vrai, il a besoin de venir en meute. Moi, ça m'a rappelé un peu l'époque du côté obscur, Mm. quand FF, IAM, Troisième Œil. Mm. En fait, vu on est de la province, Ouais. on se répète, mais c'est la vérité. Tu vois, là, aujourd'hui, je suis à Paris, les Ouais. caméras, Ouais. tout est ici, frérot. Ouais. Pour faire du bruit, même si on arrive maintenant Ouais, bien sûr. à faire du bruit chacun son tour, chacun de notre côté, mais on a besoin de venir en meute, en fait. En fait, vous pouvez pas toquer à la porte, faut la défoncer en fait. Ouais, Sinon, ouais, je pense. Et là, franchement, ça a fait du bien à tout le monde, frérot. mm, Tout le monde a signé, tout le monde est déterminé. mm, On continue encore à collaborer ensemble dans nos albums. mm. Ça a fini par prendre une loge au stade Vélodrome, Ouais. Ouais. à je sais pas combien de milliers d'euros. Ouais. Ah, ça crée une dynamique. Ouais, Mais, voilà. mais Gassim, sachant que toi, ça fait longtemps que tu es dans la musique, que tu rappes, est-ce que c'est pas fou Après, je sais que je pense que tu apprécies ça aussi. Est-ce que c'est pas fou de concevoir sa vie finalement? Tu as ta stratégie de 10, tu sais ce que tu fais, tu sais comment être. Et ta musique, tes clips, ton visuel, etc. Mais que tu sais jamais ce qu'il y a après, finalement. Par exemple, si on t'avait dit il y a 4 ans, on fait une interview, ouais, très organisé, rap marseillais, tu dis ouais, d'accord. Enfin, je sais pas si tu comprends. C'est un Est-ce truc que de c'est pas fou. fou Ouais, c'est de fou. vivre sa vie, je sais pas, comme un film, Ouais. C'est mais ouais, comme un film, frérot. tu vois ce que je veux dire, c'est jamais la fin du film en vrai. Mais je pense que c'est cette adrénaline Ouais. qui fait en tout cas pour ma part, je suis encore là, que j'essaie de me surpasser, que j'essaie pas de faire l'album que j'ai fait l'année dernière, Mm, que j'essaie de proposer de nouvelles choses, mm, que ce soit sur le plan marketing ou sur le plan musical. mm, mm, J'ai besoin de cette adrénaline-là. mm. En fait, De jamais savoir, c'est de ça que j'allais jamais te dire. savoir, frérot. Tu vois, là, je me dis, voilà, je suis content de mon travail. Mm, Est-ce qu'il va plaire? mm, Est-ce que les chiffres seront au rendez-vous? ouais. Est-ce que... Et qu'est-ce qui te ferait arrêter? À quel moment tu vas te dire, vas-y, je raccroche? Ou peut-être, je sais pas si, quand je dis arrêter, c'est soit parce que tu as l'impression que il y a. il faut que pendant au moins minimum 2 ans, Ouais. je ne passe plus sur aucune radio, que je ne reçois plus aucune certif. Je pense que là, ça serait pour moi Ouais. un déclic. Ah, ok. Mais grâce à mon travail, grâce à mon équipe, grâce à Dieu, chaque année, il y a des certifs, chaque année, je passe en radio, chaque année, il y a des projets, chaque année, je suis sollicité. Ouais. Mais- C'est que il y a... le juice, il est là, frérot. Mais c'est ça qui est fou, c'est qu'en plus, il y a aussi un morceau avec Nino et Naps aussi sur ce Ouais, projet-là. ouais, Je pense que c'est un single fort. Après, les gens l'écouteront, on va pas en parler, tu vois, on va ouais. pas te spoiler. Mais est-ce que tu vois un peu ta vie ou tes projets, Kassim, comme si c'était chaque projet maintenant comme si. En fait, est-ce que tu te considères comme un artiste challenger ou tu vois chaque projet comme un bonus?
Tu repousses un Non, peu. jamais le bonus. Ok, jamais le bonus. Challenger, jamais. Ok, J'ai toujours approuvé. Ok. Toujours. Ouais. Sinon, je sors plus de disques. ok. Donc, T'es non, pas là pour te Challenger. faire plaisir, t'es vraiment là, je suis Non, là, je suis présent. Je me fais plaisir parce Mais- que je reste un passionné, frérot. Mais, Moi, c'est la passion qui me tient. Je me fais toujours plaisir. Tu viens en studio, on rigole plus qu'autre chose. Hein. Mm. Attention, hein. On n'est pas des frustrés Ouais. qui, on est là, il faut. Non, jamais de la vie. Ouais. Tu vas passer ta journée à rigoler. Ouais. Tu connais un peu mon équipe, Ouais, bien sûr, Smogo. ouais. Voilà, c'est la folie. Ouais. Mais, comme je t'ai dit il y a 3 minutes, Ouais. j'essaie toujours de faire mieux. Ok. Et c'est pour ça que je m'entoure de nouveaux beatmakers, que je suis à l'écoute, que si on va me proposer des top lines, je ne vais pas être réticent, je ne vais pas me dire que je suis un ancien, que j'ai la science infuse, que j'ai tout compris. Les gars, vous n'étiez pas nés quand j'étais en train de faire des disques d'or. Non. Venez, on discute, on parle. Toi, tu vois comme ça? Ok. Ah, c'est comme ça? Spike me dit, tu vois, là, c'est ce qui se fait, nanana, tac. C'est souvent Spike qui fait appel aux nouveaux beatmakers, tout ça. Tac, j'écoute. Ah, c'est comme ça? Ok. Et moi, tu vois, je mets mon grain de sel. Parce que je trouve que quand même, le rap, c'est un serpent qui se mord la queue. Finalement. Je te dis la vérité, aujourd'hui, tu vois, ça fait 1 an ou 2, la boom bap, c'est revenu à la mode. Ouais. On peut le voir sur les albums de plusieurs artistes. Ouais. Moi, je suis né avec ça. Ouais. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, quand il s'agit de faire, exemple, un morceau Bumpy Johnson? comme Bumpy, Ouais. ou un morceau qui s'appelle le doublé, Ouais. qui commence par je parle de l'album Quartier Nord, bien sûr, Actuel. qui commence par de la boom bap et qui finit par de la drill. Je trouve que je suis assez à l'aise. Donc oui, je suis à l'écoute. Je suis à l'écoute et c'est très important. C'est une musique qui évolue. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour moi, on est en king en France. Qu'on ne peut pas faire sans nous. Que ce soit même les médias qui ont su évoluer, qui ont su prendre du galon, les artistes qui arrivent aujourd'hui à faire de très belles collabs avec des grandes maisons de la mode ou des rappeurs qui proposent des concerts dignes de shows américains. Tu penses à Laylo, par exemple, tu vois, pour citer que lui. En fait, tout le monde se régénère, le mouvement se régénère, tous les acteurs se régénèrent, et tout le monde en profite. Voilà. Ok. On va parler maintenant de ton groupe, une anecdote en groupe. On va reparler on va partir dans le passé, on va dire. Ouais. Le premier concert que vous avez fait au Comores? Ouais. 2011. 2011. On est en 2011. Et il faut savoir que toi, tu pensais en arrivant là-bas que personne ne te connaissait. Même tu nous disais que peut-être ta mère voulait peut-être venir avec vous pour un peu te présenter là-bas, tu sais, aux tantes, etc., pour dire voilà, bon, c'est mon fils, etc. Et finalement, tu t'es rendu compte que il y avait, il me semble, un grand de ton quartier, tu me dis si je me trompe, un grand de ton quartier. De Marseille. Un grand de Marseille, ok. Qui était, de mon village. Voilà, à Foumouni, il me semble. Ouais, c'est ça. Qui était là-bas, qui avait au bled à ce moment-là. Voilà, qui était au bled à ce moment-là, qui avait loué un car pour faire en sorte que tous les jeunes de ton village, etc. T'accueillent à l'aéroport. Ouais, parce qu'en fait, mon village, il est loin de l'aéroport. Et donc voilà, toute cette appréhension, j'avais jamais mis les pieds là-bas. Fin Sopra, oui. Et je me suis dit, limite, peut-être qu'on va croire que je suis un Antillais ou un Guadeloupéen ou peut-être un Algérien, un Sahraoui du désert, on ne sait pas. Tu vois, je me dis, ils savent pas. T'es dans l'inconnu total. Je me dis, ils savent pas que je suis un Comorien. Donc, et quand je vois l'avion atterrir, et on descend, accueil très chaleureux, encore à l'intérieur de l'aéroport, nickel. Et là, on sort de l'aéroport. Déjà, c'est incroyable le monde. Et là, je me rends compte que j'entends les gens écrire mon nom. Et je me retourne et il y a un jeune qui me dit, ouais, c'est un tel, il nous a loué un camion. Regarde, il y a tout Fumbouni là, on t'a accueilli Kassim. Je dis, waouh. Et ensuite, de l'aéroport jusqu'à notre hôtel, on traversait des villages et on était là-haut. Il faut savoir que c'est le premier concert d'un groupe de la diaspora aussi. C'est-à-dire que Psyka de la Rime, on est les premiers à avoir fait un concert au stade à Moroni devant plus de 10 000 personnes. C'était un moment légendaire.
Et de suite, là, la pression, elle est retombée. C'est fou. La J'étais France. le plus heureux du monde. Voilà. Et pourquoi tu pensais que les gens ne t'auraient pas identifié comme comorien? Je sais pas, parce que je suis jamais allé. Ouais. Tu sais, tu te fais plein de films dans la tête. Mm. Je suis jamais allé. Faut savoir, comme beaucoup de Comoriens, par exemple, que moi, ma mère est née à Madagascar. Tu vois. Pourtant, sa sœur est née à Madagascar, mais elle a fait le choix de vivre à Fumbuni toute sa vie, c'est-à-dire jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, elle est encore à Fumbuni, aux Comores. Certains des frères et sœurs de ma mère ont fait le choix de venir en France. Mais je sais pas, j'avais cette pression-là. Et depuis, tu y es retourné Je suis retourné après en 2014, justement au moment de la remontada, pour tourner un morceau de l'album Règlement de compte, c'était Tu vas parler. Oh, ok. Et ça veut dire que maintenant, forcément, quand tu vas au village ou quoi, là, sachant qu'en plus, ta carrière aussi a évolué aussi. Ouais. Donc finalement, t'es un représentant, je suppose, t'es un des gros représentants comme beaucoup d'autres. Ouais, c'est pour ça que je dis un des gros représentants dans ton village. Ça t'apporte de la fierté, je suppose. Énormément de fierté, et je pense qu'on est en 2022. Depuis 2014, ils attendent que je donne un concert chaque année. Parce que déjà, il faut savoir que pour organiser le concert des psychiatres, c'était très difficile aussi. Sur le point de vue matériel, logistique, voilà, on voulait faire ça dans des conditions optimales. Chaque année, c'est un peu difficile. Et moi, je leur demande tout simplement, tu sais, ça fait au moins 6 ans que je leur dis, je veux ni être payé, je veux limite, c'est moi que je paye mon billet. Tous les fonds, donnez-les soit aux hôpitaux ou aux écoles. Je paye mon billet. Je veux juste que les conditions pour faire un vrai show soient optimales. Pourquoi? Parce que si le son n'est pas bon, en fait, le public, ils vont pas vivre l'expérience comme ils devraient. Tu vois, bien sûr. Ils vont dire, oh putain, franchement, c'était bof, Alonso. Mais c'est parce qu'ils vont pas comprendre que peut-être le micro, peut-être le truc, en fait, toi, tu veux surtout pas que je veux on fait les choses correctement. C'est propre. C'est juste ça qu'on essaie de mettre en place, mais ça va se faire, si Dieu veut. Ça va se faire. C'est sur le point de se faire. En tout cas, c'est un de tes projets. C'est un de mes rêves. Parce que je l'ai fait avec mon groupe. Mais là, avec l'ascension et tout, je pense que seul, ça peut être une grande fête. Et en plus, il y a les allers-retours des gens que je connais. Et on me parle énormément de ma pseudo-notoriété là-bas. Tu vois, donc c'est un de mes rêves. Ok, d'accord. On note ça. On va parler du dernier thème maintenant. C'est un thème qui est beaucoup plus difficile. C'est un thème que tu voulais aborder. Une des épreuves dures de ta carrière, c'était la disparition de Sia Style. Il me semble que ça intervient en 2015, si je ne me trompe pas. Octobre 2015, exactement. Tu nous en avais déjà parlé. Ouais. Tu m'avais dit que tu pouvais pas être là à ce moment-là, en fait, ou que tu voulais être là, mais que tu ne pouvais pas. Si tu peux nous réexpliquer, en fait, nous contextualiser à quel moment ça intervient et comment est-ce que toi, tu l'as vécu en tant qu'être humain, parce que c'était ton frère, en fait, avant même de votre connexion musicale. J'étais tout simplement en déplacement. Et je pense que Sopra aussi. On a la chance qu'un des membres, donc Vince, était sur place quand il est parti. Mais en fait, ce que je regrette le plus, je pense, c'est le fait de ne pas avoir été là, j'ai envie de te dire, tous les jours du moment où on a appris qu'il était malade. En fait, j'aurais dû dormir avec lui tous les jours, en fait. Carrément mettre un break à ma vie. Peut-être j'étais inconscient, peut-être que je connaissais pas assez cette maladie. Depuis qu'il est parti, bizarrement, j'entends parler que de ça, et je prends conscience que c'est une maladie de bâtard qui te laisse très peu de chance, le cancer.
Mais c'est ça, je me dis que, en vérité, j'aurais dû prendre mes affaires et dormir avec lui tous les jours. Mhm. Voilà. Mais bon, c'est un peu utopique aussi parce que voilà, on a des vies et c'est comme ça. Parce qu'en fait, finalement, bien sûr, sans forcément rentrer dans les détails, si je te suis bien, finalement, tu t'y attendais pas. Tu t'y attendais pas En du tout, fait, même ça si allait tu très savais très qu'il... vite, frérot. Déjà, lui, c'était quelqu'un de très vaillant. C'était un grand combattant. C'est quelqu'un qui avait toujours le sourire. Et c'est pas quelqu'un qui aimait faire le mesquinat. Même quand ça allait pas, il te disait que ça allait bien. Mm. Déjà, il faut savoir. Euh, Et au moment où on l'a appris, frérot, c'est allé trop vite. C'est allé trop vite. Mm. C'est allé, c'est allé trop vite. Je sais C'est pas joué sur si quelques mois, quelques semaines. le grand max, c'est 12 mois, mais c'est le grand max, hein. Mais comme je t'ai dit, vu que c'est un battant, c'est-à-dire que tu vois, quand il faisait ses chimios, limite, on le captait même pas. Mm. Quand on le revoyait, c'est quand ça allait mieux. C'est Frérot, lui, je te dis, c'est quelqu'un smile tout le temps, positif, calme, les bons conseils, le grand frère. Le... J'ai jamais entendu quelqu'un parler en mal de lui, de toute façon. Dans ma vie, je te dis la vérité, il est aimé par tout le monde, ce mec. C'est quelqu'un qui aspirait le respect Ouais, c'était un bon être humain, comme on dit, quoi. de fou. Mm. Et justement, cette disparition, comment est-ce que ça a joué sur ta carrière? Quand je dis que sur ta carrière, je te parle de peut-être en l'équilibre entre la musique et parfois les proches. Mais je pense pas que ça a joué sur ma carrière solo. Ça a joué sur la carrière du groupe parce que de Mm. toute façon, depuis, on n'a pas ressorti d'album. Le groupe s'appelle Psychiatre, il s'appelle pas Psy 3. Mm. Euh, où ça a joué, je pense que c'est sur ma vie, Mm. tout simplement. Il est mort à 37 ans, aujourd'hui j'en ai 39. Le 25 juillet, le jour de mes 37 ans, la première personne que j'avais dans ma tête, c'était lui. Je Mm. me suis dit, putain, à dire, Mm. voilà, je suis. Après 38, je me suis dit, putain, à dire, vu qu'il était plus grand que moi, à dire, j'ai dépassé l'âge qu'il avait quand il est pas. Mm. Ça a joué sur ma vie. Mm. Sur la vie, c'est précieux. Mm. La vie, c'est long et à la fois court. Mm. Et il faut en faire bon usage de sa vie. Je pense que quand tu es un croyant, tu sais très bien que tu n'es pas venu ici par le fruit du hasard. Donc c'est encore une fois une leçon de vie. Mm. Ouais, qui reste qui reste en toi, en fait, bien sûr, aussi. Exactement. Parce que si tu me dis qu'à chaque fois, comme par exemple, quand tu as eu 37 ans, etc., tu Ah as ouais, à pensé à chaque lui. anniversaire. Eh ben oui, je t'ai dit, on avait 4 ans de différence. Mm. Mm, d'accord. Et est-ce qu'avec le groupe, vous voyez pas ressortir quelque chose, ou je sais pas si vous en avez parlé, ou Je te dis la finalement même le sujet vérité, n'est pas forcément abordé ou quoi, ok? c'est compliqué, hein. Mm. C'est compliqué, hein. Le truc, ce qu'il y a de marrant dans tout ça, c'est que je suis venu là, j'étais dans le même train que Sopra. Lui, il est venu sur Paris pour quelque chose, moi pour justement vous Mm. rencontrer. On a un groupe WhatsApp, on rigole, Mm. on a la même équipe, on a le même manager, Mm. on est dans la même maison. Mm. Donc, je ne suis pas en train de te parler d'un groupe dissous, Bien sûr, bien sûr, bien sûr. tu vois, mais je sais pas, hein. L'avenir nous le dira. Ouais, ouais, En tout cas, quand je vais à Onipro, je regarde le tableau, je vois pas marqué album psychiatre pour 2023. Mm. Je vais décevoir peut-être des supporters, mais Ouais. voilà. Ok, en tout cas, vous restez proches et soudés. Frérot, on est plus qu'un groupe, nous, hein. Il y a Mm. des liens parentés, on est de la même Cousin limite, communauté, ouais. frérot, on n'est pas, c'est pas C'est pas la quelqu'un qui a musique. pris de là-bas, quelqu'un qui a pris de là-bas, frérot, Mm. c'est plus que ça. D'accord. Est-ce que tu as un dernier mot à ajouter pour conclure ces non-dits, Cassim? Franchement, je trouve que c'est l'une des plus belles interviews qu'on ait faites ensemble.
Ouais, c'est vrai qu'on a... Alors, j'ai pas le recul, mais je trouve que c'était très fluide et qu'on a parlé de vraies choses. de beaucoup de choses, la vie. Donc, j'ai plus rien à dire. Hein. Je vais pas faire, je suis un ancien. On regarde la caméra et dire, les gars, allez, écoutez mon album, le quartier nord. Ouais. Franchement, tu as posé les bonnes questions et j'espère avoir bien répondu. Et voilà, frérot. Ouais, je pense que les gens en apprendront plus sur toi grâce à cette interview parce que je trouve que tu as fait, je sais pas si c'était un effort ou pas, mais tu t'es livré en tout cas. Non, tu sais, je suis très simple. Tu sais, tu me poses des questions, je te réponds. Tu vois, je suis pas calculateur. Voilà, c'est comme ça. Ok, en tout cas, il y aura l'interview à voir, l'album à écouter et le Ouais. doc aussi à voir. Ouais. On sait pas encore quand, mais il sera bientôt sur YouTube en tout cas. Ouais, le 19. Ok. Le 19. Ok. Un jour avant la sortie du disque. Ok, carré, bah merci à toi alors. Merci.